Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trait pour Trait, le podcast BD qui passe aussi à la télé. Alors maintenant, Trait pour Trait a aussi un site web qui est traitpourtrait-bd.fr. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur la chaîne YouTube de l'émission et puis vous abonner au podcast. On a besoin de vous. Abonnez-vous, Apple Podcast, Google Podcast. Et bien sûr, on se retrouve aussi sur le site de BD Zoom et sur Watch. Salut Laurent, aujourd'hui deux sacrés invités là. Bah oui, je vais même pas faire leur biographie, sinon les 30 minutes ils passent quoi. Donc, Régis Loisel, bonjour. Bonjour. Régis Loisel est donc l'auteur de La Quête de l'Oiseau du Temps, dessinateur, Serge Le Tendre scénariste. Une série mythique. Et avec Monsieur Trip, ils ont commis Magasin Général, une série... comment dire atypique, atypique, oui, écolo québécoise. Oh, un truc comme ça. Écolo québécoise, non, ça parle de l'émancipation d'une femme dans les années 20 dans un petit village du Québec. Voilà, donc on est loin de l'écologie là. Hein. Oh, quand même, il y a quand même des petits principes qui ressortent. On sent que ces gens ont envie de rester heureux dans la nature. Ah bah oui, non, c'est un truc qui est on patauge dans le bonheur. On patauge dans le bonheur, en tout cas dans les sentiments. Il y a beaucoup de sentiments dans cette série. Donc, justement, l'intégrale sort actuellement. Donc, pour tous les gens qui ont loupé cette série, dont on parlera un petit peu, ruez-vous dessus. Et puis, Régis Loisel, amoureux depuis son temps d'enfance de Mickey Mouse, avait l'année dernière fait le Café Zombo, qui était paru chez Glénat. Un réel bonheur que d'avoir fait ça. Vraiment, je n'avais pas pris de pied aussi important. Ah, vraiment Oui, ça faisait 30 ans que je n'avais pas pris un pied pareil. Ça fait des années que Régis Loisel dit à qui veut l'entendre qu'il adore Mickey et il nous confirme que c'est vrai. Ah bah oui, bien sûr. Ouais, non, mais les gens pensent que j'ai fait ça par désœuvrement, pour m'enrichir, alors que non. Jacques Glénal le sait même pas, mais j'étais prêt à le faire gratuitement. Voilà. Ah non, faut pas lui dire ça. Non, mais de toute façon, c'est fini, il est fait, j'ai été payé. Alors, bon, ça va, c'est fini alors. Donc c'est dans le cadre d'une collection que Jacques Glénat met en place, c'est-à-dire demander à des auteurs de bande dessinée européens de mettre un petit peu Mickey à leur sauce, quoi. Alors entre hommage et puis référence et puis ensuite personnalisation, quoi. Donc, et vous, Chris, on ne vous a pas bonjour, la deuxième invitée. Voilà, sollicité pour faire un partir, Laurent. Chris. Monsieur Pompidou. Chris, c'est un scénariste. Quand vous parlez du Québec, alors, on n'est pas totalement compris. Je sens que ça va être dur. Voilà. Chris est un scénariste de bande dessinée, mais qui n'est pas vraiment dans le même univers que vous, cher Régis, parce qu'il est plus dans le domaine politico-social, on va dire. Oui, mais c'est pas faute d'avoir essayé quand même. On oublie un petit peu. On a démarré avec Aubion, avec Le Déserteur, où il y avait du politique et du social, mais dans un univers fantasy. Et Aubion était très influencé par le travail de Régis, et moi aussi, par le travail de Serge, on va dire éventuellement. Et vraiment, La Quête de l'Oiseau du Temps, pour nous, ça avait été une révélation dans les années 90. Mon Dieu, c'est si vieux déjà. 80, oh la vache, j'étais vraiment petit alors. Mais oui, non, on a suivi nous le travail de Loisel depuis très longtemps. Et même si après, graphiquement ou en termes d'univers, on s'est éloigné, bon, les recettes dramaturgiques, finalement, elles peuvent être les mêmes, même si les univers sont très très différents. Et les personnages mis en place dans La Quête de l'Oiseau du Temps, personnages féminins, rappelle-moi, nom des dieux. Mon Dieu, ça fait trop longtemps que je l'ai lu. Moi, ça a été un personnage féminin justement tellement différent de tout ce qu'on avait vu. Il y a Trouble-Fête aussi. Est-ce que troublant, mais bien sûr, Trouble-Fête aussi. Trouble-Fête aussi, parce que oui, mais c'était pas les bombasses, c'était pas c'était des femmes qui avaient des formes, etc. Et ça permettait de sortir de la belle guerrière, un peu à la Tomb Raider. On était loin de ça quand même. Donc voilà, bref, éloigné en termes de scénario comme ça au premier abord, mais pas obligatoirement tant que ça en termes de sens et d'univers et de plaisir de travailler. Voilà, donc Chris a fait effectivement aussi de nombreux ouvrages. Il a travaillé avec Régis Loisel qui voit coucou, qui voit quelqu'un dans le public. La magnifique Claire. Il faut dire, je le dis, on est encore à Blois.
qui est l'occasion justement de pouvoir de pouvoir discuter, dialoguer avec ces auteurs qui sont quand même assez rares. Et donc je reviens sur Chris, qui avait fait notamment avec Étienne Davodo Un homme est mort, qui a eu un succès important, très grand succès à l'époque, qui a d'ailleurs été adapté. Ça a quelques années, ça déjà. Eh ben, ça fait déjà 2006, mais c'est vrai que le film en animation, qui est sorti l'année dernière, avant l'été, pardon, a ramené beaucoup le livre sur le devant de la scène. Donc on est reparti pas mal sur les routes avec Étienne pour accompagner le film et à nouveau le bouquin. Étienne a souvent coutume de dire c'est l'histoire d'une histoire qui ne veut pas mourir. Et il a assez raison, cette histoire de ce film disparu qui devient une bande dessinée, qui devient un film à nouveau, et un peu une sorte d'histoire qui ne veut pas mourir. Donc peut-être ça nous réserve encore d'autres surprises. Voilà. Et donc Chris a aussi fait Notre mère la guerre. Alors ça c'est un album un peu particulier parce que c'est des chroniques. C'est un hors-série, sorti dans le cadre du centenaire et qui raconte dans une suite d'histoires courtes l'histoire vraie des personnages qui m'ont inspiré mes personnages de fiction dans Notre mère la guerre. Voilà. Et plus récemment, il livre le premier volume d'une enquête sur Violette Maurice. Violette Maurice qui était adulée avant-guerre et détestée après-guerre. Je vais résumer ça comme ça, mais je pense que vous pouvez... Alors qui était Violette Maurice En quelques mots, on peut la résumer simplement. C'est sans doute encore la plus grande sportive française de tous les temps, en termes de titres en tout cas, totalement oubliée. Donc la plupart des gens vous regardent avec des grands yeux quand vous dites ça. Elle a quand même 27 titres internationaux, championnat du monde, championnat d'Europe, championnat de France, dans tous les sports. Sport athlétique évidemment, notamment les lancers d'hiver, poids, javelot, etc. Mais également le football, le water-polo, la natation, la boxe, tous les sports automobiles, y compris motocyclette. En voiture, elle a remporté 2 fois le bol d'or. Le vélo également. Enfin voilà, c'est une personnalité assez hors norme, qui s'habillait en garçon, qui parlait comme un charretier, qui fumait comme un pompier, qui buvait comme un polonais. Enfin bref, aucune... elle transgressait... Ah oui, là, aucun problème. Pardonnez-moi pour les pompiers polonais, mais c'est bon sens populaire. Et elle est devenue artiste de cabaret dans les années 30. C'était la grande amie de Joséphine Baker, de Cocteau, de Jean Marais. Cocteau écrivait toutes ses pièces de théâtre sur sa péniche à Violette. Elle avait une péniche à Marais à Neuilly. Et donc, si sa vie s'était arrêtée en 1940, il y aurait sans doute aujourd'hui des stades à son nom, et on en parlerait dans tout le débat aujourd'hui, que ce soit des LGBT ou de MeToo et tout ça. Dieu sait si on parlerait de Violette Maurice. Hélas, entre-temps, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, où elle a collaboré, ou en tout cas on le dit, et elle a été exécutée comme dans les films sur une route normande par la résistance le 26 avril 1944, et c'est sans doute là que commence réellement sa légende noire, car les circonstances de son assassinat sont pour le moins troubles, mais dès lors on l'a surnommée la hyène de la Gestapo qui torturait les résistantes, etc. Enfin c'est une légende noire, c'est un monstre, on en a même fait la maîtresse de Himmler. Ce n'est pas une blague, c'est réellement écrit dans certains livres. Et elle était lesbienne, quand même, j'ai oublié de le préciser, sinon ça serait pas drôle. Donc maîtresse de Himmler, mais vous comprenez, nazi, lesbienne, tout ça, c'est pas très loin sans doute. Et donc on lui a donné cette légende noire qu'on va sans doute chercher, alors non pas à démonter, mais à éclairer en tout cas, comprendre comment on fabrique une légende noire, quelle est la réalité de cette légende noire, tout en racontant quand même le personnage qui était véritablement Violette Maurice depuis son adolescence jusqu'à sa mort. Donc voilà. Et votre démarche, c'est totalement, parce qu'on en discutait un petit peu ensemble avant, en général, on reconnaît la démarche des historiens qui s'affichent comme tels, un petit peu moins des scénaristes de bande dessinée, mais la démarche est une vraie démarche d'enquête. Oui, c'est une enquête historique, mais qui se sert des libertés de la fiction. Je ne me considère pas comme historien. Il faut vraiment, un historien doit travailler à partir de sources qu'il interprète, mais dès lors que l'histoire, il n'a pas justement les éléments, on va rester dans l'ombre. Et il va le dire lui-même, il va parfois avouer son impuissance à éclairer justement tel ou tel point du récit. Et c'est un historien, Johan Chapoutot, qui avait écrit justement que les romanciers, eux, servent à éclairer les angles morts de l'histoire. Et c'est la démarche que l'on a, c'est de se dire, bon alors là, tout a disparu sur elle. Les témoins, qui l'ont assassiné, enfin un peu tout a disparu, ce qui permet justement à la légende noire de prospérer sans aucun problème. Mais finalement, quand vous fouillez vraiment, tout n'a pas complètement disparu. Et vous pouvez recouper d'autres témoignages, vous retrouvez des rapports, mais quand vous cherchez spécifiquement ça, et surtout, vous comprenez
vous cherchez en fait à comprendre comment l'histoire s'est fabriquée. Et Violette Maurice incarne sans doute la façon dont on a fabriqué l'histoire de la résistance et de la collaboration au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Dieu sait s'il a fallu qu'on fabrique les choses. Mais 70 ans après, certaines de ces fabrications sont encore extrêmement tenaces. Donc on se sert de la fiction. On a imaginé un personnage d'enquêteur qui est totalement imaginaire, qui est une femme d'une 50aine d'années qui s'appelle Lucie, qui est une sorte d'incarnation de nous les auteurs et de l'historienne Marie-Jo Bonnet qui nous accompagne sur ce projet et qui a travaillé sur le personnage de Violette Maurice, mais qu'on envoie en 1946, qui voyage dans le temps. En gros, c'est nous qui voyageons dans le temps à travers elle. Et en 1946, tous les personnages sont encore en vie, sauf Violette Maurice. Donc elle peut les interroger. Donc elle peut les interroger. Elle peut les interroger, les rencontrer, mais toutes les réponses qu'elle obtient sont finalement sourcées par nous dans la réalité, dans les archives. Ce que je vais raconter sous forme de dialogue fictionnel, je peux le prouver que ces personnages-là ont vécu ou écrit ça. Donc c'est de la fiction, mais fiction d'archives. En fait, c'est Nicolas Offenstadt, qui est un grand historien qui a travaillé sur la Première Guerre mondiale, qui a décrit un peu ce processus-là en parlant des nombreux récits historiques récents, très documentés. Il y a eu Notre mère la guerre, mais on peut parler de Fritz Haber, de Van der Meulen, par exemple, et qui... Un maillot pour l'Algérie, t'es un peu dans cette... Oui, alors on va parler de mes bouquins, parce que c'est toute une tendance très large. Les bouquins de Davodo aussi, et tout ça, de Jo Sacco. Enfin, Jo Sacco a une démarche plus journalistique, mais il y a d'autres récits historiques très, très documentés comme ça. Et Nicolas Offenstadt les décrit comme étant des fictions d'archives. C'est la fiction, mais qui s'appuie le plus possible pour les archives, avec cette liberté de la fiction d'aller voir parfois derrière ces murs infranchissables faute de documents. Alors justement, les documents, vous en avez utilisé dans Magasin Général. On est aussi là dans la réalité ou est-ce qu'on est plutôt dans la création sur une base on est dans du Mickey, donc il faut... Évidemment, moi ce que j'ai fait, c'est un Mickey à l'origine, c'est-à-dire de la Grande Dépression, donc 29. 29, donc les décors de cette époque étaient simples. Dans la ruralité américaine, c'était les palissades, les poteaux téléphoniques, les tonneaux, les bidons, les boîtes de conserve, qui symbolisent un petit peu cette époque-là. Donc c'est la crise. C'est la crise, on cherche du boulot, tout ça. C'est Steinbeck. Donc moi aussi, je fais de la politique, mon ami. Tu vois. C'est bien ce que je pense. C'est bien ce que je pense. C'est un brûlot, que dis-je. Oui. Alors il y a du Mickey, mais il y a du Donald aussi d'ailleurs. Contre le capitalisme. Oui, c'est un petit livre rouge, d'ailleurs sur la tranche, on voit bien. Non, mais voilà. Pas trop de problèmes d'ailleurs. Je me demande comment ils m'ont laissé faire ça. Parce que quand même, les thèmes abordés. Le thème abordé, l'anticapitalisme. Oui, une sorte de truc, oui. La malbouffe avec Max et Ronald qui invente une espèce d'hamburger qui amène les gens qui sont addicts à ça. Et il y a, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a la puissance, l'exploitation des puissants sur les pauvres gens. Oui, bien sûr. La robotisation, donc, qui est un peu symbolisée par la zombification. Enfin voilà, c'est du Mickey non plus, c'est pas un pamphlet politique. Non, mais pour eux... il y a plusieurs niveaux de lecture. Et puis ça cogne quand même. Tout de même, hein. Parce que la charte graphique et puis la charte morale de Mickey, c'est on fume pas, on est gentil, il n'y a pas de violence, pas de pistolet, pas de machin. Bon, j'en ai pas mis de pistolet ni de cigare d'ailleurs. Enfin si, j'ai remplacé mon non. Vous aviez vraiment une totale liberté en respectant ces contraintes morales, en fin de compte. Voilà, c'est ça. Donc mais alors, comme ça fait 30 ans, 40 ans que vous êtes passionné de Mickey, est-ce que c'est un récit que vous avez élaboré dans votre tête il y a longtemps, ou alors est-ce que c'est juste parce que vous avez dit non, pas du tout. Mais moi, de toute façon, ce qui m'intéressait, c'était de faire le Mickey de cette époque-là. Faire un Mickey à notre époque avec une planche à roulettes et un smartphone ne m'intéresse absolument pas. Je n'aurais même pas essayé de le faire. Non, moi, c'est ça qui m'intéressait. Vous n'aimez pas les smartphones. Je vais vous montrer le mien. Voilà. Je vais vous montrer le mien. On l'a vu. C'était un peu la demande que vous voulez faire. Le clapet surtout. Ah voilà. Alors, j'appelle, je reçois des appels, je peux envoyer des SMS, mais j'ai pas de photos, j'ai pas de jeu, j'ai rien. J'ai une paix. Voilà, on comprend mieux. Ça permet d'effectivement comprendre. Donc ça a été un des premiers de la série en fin de compte. Non, c'est le quatrième. Le premier, ça a été Causé et puis Keramidas et Trondheim. Ensuite, il y a eu Thébault, puis moi, je suis arrivé en dernier. Voilà. Parce que il fallait que je finisse Magasin Général.
Donc c'est pour ça que ça c'est... voilà. Et vous avez mis le même temps qu'un album classique, une petite année pour faire ça, ou ça a été plus long? Non, j'ai mis à peu près, oui, pas tout à fait une année, mais enfin bref, entre le scénar, le dessin, le scénar, le dessin et la couleur, les couvertures, les différents trucs. Oui, ça fait une petite année, quoi. Mais c'est une œuvre très personnelle finalement. Je sais pas si c'est personnel, mais voilà. C'est un plaisir personnel. Un grand plaisir personnel. Le grand public, vous ne connaissez pas forcément votre penchant pour Mickey, il faut le dire. Ouais. Donc comment était la réaction des gens dans les festivals ou des lecteurs que vous avez rencontrés? Moi je pensais faire ça pour les gamins en même temps. Je me suis dit les gamins, c'est pour ça que moi je ne fais plus de dédicaces par exemple. Alors pour Mickey, j'ai fait faire 2 tampons donc, que j'ai dessiné moi-même. J'ai fait un tampon de Mickey et un tampon de Donald en me disant... Quand je vais être au milieu de Thébault, de Caramellas et des autres, qui eux font des dessins, parce que ce sont des gens gentils, les gamins ne vont pas comprendre que moi je ne fasse pas de dessin. Alors je me suis dit, je vais leur faire un tampon avec un petit complément au stylo, tout ça. Et en fait, j'ai dû faire à peu près 1000 dédicaces depuis que le bouquin est sorti. Et je les ai comptés. Je suis arrivé au festival de Saint-Malo. Je suis arrivé à 7 gamins, 7. Pas 8, 7. Ah ouais. Oui. Tout le reste, ce sont des vieux schnocks comme toi, comme moi. Je vous en prie. Voyons. J'ai encore un peu de temps. 7,5 pour moi. Ah oui, c'est fou ça. Ouais. Ah oui, quand même, c'est tout. Hein, 7. Et encore, il y avait un frère et une sœur. Ah oui, donc en plus de la même famille. Son petit album. Non mais et voilà. Non, mais il y a très, très bon accueil des gens qui aiment le Mickey, des gens. Alors il y a beaucoup de gens aussi qui ne l'achètent pas parce que c'est du Mickey, évidemment, même s'ils le suivent. Et ça, je peux très très bien comprendre. Mais il y en a beaucoup qui ont été surpris. Ils ont dit bon, je l'ai acheté, bien que Mickey c'est pas ma tasse de thé, mais bon, je l'ai acheté parce que c'est vous. Puis j'ai pas regretté. Oui, voilà, c'est ça. Ça m'a fait marrer. Et puis d'autres qui n'ont pas aimé parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, évidemment. Oui, bien sûr. Donc voilà. Lui, il a détesté à côté. Il n'y en a pas qui vous ont dit c'est bien beau de faire du Mickey, mais il serait temps de reprendre la quête quand même. Et c'est ça, ou bien d'autres qui disent le prochain, vous faites quoi? Voilà. Alors j'ai déjà un truc que j'aimerais bien faire parce que j'arrive à un certain âge où j'essaye de me faire plaisir en disant bon, Mickey, ça c'est fait. Voilà. J'ai fait un jour un court-métrage de fiction, enfin un vrai film donc qui dure 14 minutes et j'ai dit ça c'est fait. Alors j'ai des choses comme ça. J'aimerais bien faire Popeye par exemple. Ah oui. Un Popeye. Ah ouais. Ça me plairait bien. Alors je vais en vendre 5-6. Oh, c'est pas sûr. Ah oui, Popeye, c'est encore un personnage très populaire. Bien sûr, sur un personnage populaire. Le faire dans ce format-là, toujours en strip, parce que Popeye était en strip à l'époque. Popeye, en plus, les droits doivent être tombés. Ou Jacques Léna, si tu nous entends. Oui, c'est tombé dans les domaines publics, donc il n'y a pas de problème. Mais bon, je ne peux pas non plus m'amuser à reprendre tous les trucs. J'ai autre chose à raconter, évidemment. Alors là, c'était assez marrant de remettre un peu au centre le personnage d'Horace aussi. Oui. Au départ, Mickey était à coquiner avec Horace. Et c'était pas Dingo, c'est Dingo est venu après. Voilà. Alors parlons-en justement de la suite, parce que cette année, donc il n'y a pas eu de parution de nouveautés. Non. Donc vous travaillez sur quoi alors? Est-ce que vous travaillez sur le après la quête? Alors ça se fait ou pas? Oui, ça se fait. Ah non, oui, non, ça avant la quête continue toujours. Oui. Après la quête, j'attends que le avant soit terminé pour que je puisse commencer le après. Enfin, visiblement, le avant n'est pas près d'être terminé parce qu'à chaque fois, on rajoute des albums. Mais évidemment, mais ça, c'est le problème des scénaristes ou du scénariste, parce que je le suis aussi, donc évidemment ce truc-là, c'est que tu le sais bien, toi, tu le sais bien, tu pars d'un statu quo de départ en disant normalement ça devrait me faire un beau gros album, et puis en cours de route tu te rends compte que tu as des idées qui arrivent, qui surgissent, qui serait bien dommage de ne pas mettre, et puis tu les rajoutes, et puis ça fait 5 pages par-ci, 3 pages ou 6 pages pour une séquence, et tu te retrouves comme ça à rajouter et puis de faire un deuxième album et avant la quête, de toute façon c'était prévu avec le temps, on pensait qu'on en ferait au moins 6. Oui, il y en a 9 là déjà. Non, avant la quête, il y en a 5 seulement. Avant la quête, oui. Donc tu vois, je sais que le prochain qui est en train de se faire ne conclut pas l'histoire. Je pense qu'il faut attendre encore au moins 3-4 albums.
Donc j'ai le temps. Mais après, entre c'est deux, moi qui le ferai. Oui. Alors entre deux, j'ai fait là actuellement un scénario avec Olivier Pont. Oui. Olivier Pont, tu vois ce qu'il fait, là où le regard ne porte pas. Bien sûr. Donc on fait un truc qui se passe un peu. C'est marrant parce que je regardais le truc dans la jungle là, un truc dans la jungle qui s'appellera Un putain de salopard. Et puis donc ça va être une série. Au départ, je pensais faire 2-3 albums, mais je crois que. Il va y en avoir 12. Pas 12, mais peut-être un de plus, peut-être 4 albums. Alors c'est mon petit camarade Olivier qui commence à râler. Il me dit putain merde, je suis venu avec toi pensant qu'on en ferait 2-3 et puis là tu m'annonces qu'il va y en avoir peu. Ah oui, il a 4. peut-être aussi d'autres projets. Évidemment. Donc ça c'est prévu pour 2019 ? Oui, il a fini le noir et blanc. Normalement, ça sort au mois de mars-avril. C'est chez qui ? C'est chez Rue de Sèvres. Rue de Sèvres. Voilà. D'accord. Vous savez tout. Oui, mais non. Et on a besoin de tout savoir. Et moi, moi, je prépare une exposition de pastel gras sur la bande dessinée. Donc c'est sur bois. Donc c'est des grands formats. Voilà. Donc ça va être aussi, cette exposition va être faite courant premier semestre 2019. Le micro, il faut vraiment t'as pas ton scotch là et voilà quoi. Donc, mais pour la bande dessinée, je ferai ça quand j'aurai fini cette exposition. Il va falloir que je me colle. C'est une grande exposition qui est prévue pour 2019. Ouais, 2019 et qui se fera à Bastille Design Center. C'est un espèce de magnifique endroit. Et alors, mon fils, que vous ne connaissez pas, pas Blaise. Ah non, moi c'est pas Blaise, c'est l'autre, parce que j'ai une collection de fils. Et j'en ai un qui habite à Berlin et qui fait de la peinture. Donc la peinture quoi, lui. Un vrai peintre, c'est pas un guignol quoi. Hein. Et il m'a demandé, papa, ce serait super qu'on fasse un truc ensemble. Est-ce que tu veux que... Et je lui ai dit, bien sûr, ce serait rigolo de mettre le père et le fils, surtout que l'espace est immense. Alors, ça n'a rien à voir entre ce que lui il fait et puis moi ce que je fais, évidemment. Mais je lui dis, écoute, c'est sûr que c'est pas le même public, mais il me dit, moi je m'en fous, moi ça va être très bien d'exposer avec toi. Et puis dans mon CV, dire que tu as fait une exposition à Paris, c'est toujours très bien, quoi. Bien sûr. Voilà, parce qu'il habite à Berlin, lui, donc c'est pas... Donc on aura l'occasion de découvrir une autre facette de votre talent et du talent de votre fils. Évidemment. Formidable. On y sera. J'espère bien, de toute façon. On va pas louper ça. Toute la planète entière y sera. Ah mais bien sûr. Tu y seras, toi. On invite d'ailleurs. Regarde-moi bien dans les yeux. Est-ce que tu y seras et auditeurs. Pour mon fils, Et Chris, alors la suite bien sûr de Violette Maurice. Oui, la suite de Notre Amérique également avec Maël, avec qui j'avais donc déjà fait Notre Mère la guerre, avec un prolongement dans l'entre-deux-guerres, un peu des aventures de Notre Mère la guerre. Qu'est-ce qu'il va y avoir en premier après ? On va faire un nouveau projet avec Damien Cuvillier qui est pas mal occupé encore en 2019, mais avec qui j'avais fait Nuit Noire sur Brest. Mais on va raconter l'histoire d'un journal clandestin créé par des adolescents en plein camp de concentration à Térésine. C'est une histoire absolument incroyable, redécouverte au début des années 2000. C'est une sorte de cercle des poètes disparus, mais en plein cœur d'un camp de concentration. Un bout de lumière au cœur de cette obscurité vraiment incroyable. Et donc c'est une bande d'adolescentes autour de 14 ans qui écrit des poèmes, des pièces de théâtre, etc. et qui édite clandestinement un journal tous les vendredis en plein cœur du camp de Térésine. Par exemple, il y a ça. Allez, pour... je vous livre un vrai petit inédit, mais ça sort pas d'ici. Hein. On ne le dira pas, nous. Je vais faire l'éditeur, figurez-vous, comme un certain nombre de mes copains scénaristes, Chauvel, Lewis ou autres. Mais je vais créer une collection bien particulière au sein des éditions Delcourt, qui n'aura que 4 albums par an, mais qui j'espère aura une longue vie. Et pour développer 2 choses qui sont un peu mon dada. Le récit à partir de faits réels, mais ça on l'aura déjà évoqué. Et en l'occurrence, quelque chose qui aurait pu être mon autre métier, qui est le sport. Voilà. Donc vous en saurez plus à partir de l'année prochaine, mais il y a des chouettes récits en cours et voilà, on va éclairer là aussi des pratiques sportives différemment, mais en racontant aussi toute la grande histoire qu'ils ont parfois entraînée dans leur sillage.
Voilà. T'es sportif, toi. Ah oui, j'étais au centre de formation du Stade Brestois, figure-toi. Oh, Quand j'avais 15-16 ans. Ah oui. Et oui, quand je suis de mon autre métier, c'était pas si faux que ça. Sauf que moi, j'ai grandi tard, donc je faisais encore 1m50 quand tous les copains ont commencé à être des bonnes marmules. Et bon, dans le football, on peut avoir un petit peu de technique, mais quand on n'a pas le physique, ça pardonne pas. Et puis là-dessus, on n'est pas égaux. Hein, tu l'auras remarqué. Surtout à 15-16 ans, on n'est absolument pas égaux. Non, oui. Et donc ma carrière s'est arrêtée là. Et voilà. C'est bien. Formidable, Mais tu es un hein. garçon, et moi je trouve que c'est un garçon passionnant. Ah mais oui. Parce que moi, Chris, je le connais comme ça, on se croise de temps en temps. Mais en entendant ton discours par rapport à Violette Maurice, là, j'ai trouvé ça passionnant et la manière dont tu en parles, c'est vraiment très très bien. Mais ça fait quand même des années que je me confronte un peu à ça. À force, en fait, j'aime bien échanger là-dessus. Et pour en revenir sur cette collection sport, si elle m'intéressait, c'est que je vais aussi chercher à l'écriture des auteurs qui viennent pas obligatoirement de la bande dessinée, romanciers intéressés par le fait réel, journalistes, sportifs, beaucoup, mais témoins également, et voir justement les marier finalement avec un auteur de bande dessinée et voir ce qu'il en sort de des écritures différentes. Là, c'est ce qu'on avait fait au sein de la revue dessinée, ce que continuent à faire Franck Bourgeron et Sylvain Ricard au sein de la revue dessinée. Ça a été plutôt une chouette réussite, je pense que pour l'instant on peut le dire. Et donc de le faire, mais plutôt sous forme de one-shot, de récits longs, avec des paginations assez libres. Et puis ça me fait sourire d'aller voir des gens qui s'imaginent pas du tout que je viens les choper en leur disant voilà, je viens vous parler de bande dessinée et de sport. Alors quand c'est une romancière prix Goncourt ou autre et qui me regarde avec les yeux, d'où sort un peu ces Berlu, mais en général j'ai fini par développer un certain nombre de techniques assez convaincantes pour au moins leur titiller un peu la curiosité, et ça finit par donner des projets assez chouettes. Et les premiers titres sont prévus pour quand? 2020. 2020, bon on a encore un petit peu de temps. Oui, ça se travaille depuis un an, hein, mais ce sont des projets assez long cours qui demandent encore une fois beaucoup de réseautage. C'est pas un sale mot, mais le temps de rencontrer les gens, de les convaincre, d'en revenir en deuxième semaine pour les reconvaincre. Et c'est pas des bios sur, je sais pas, sur... Absolument pas, non, justement, pas c'est pas du tout, je veux pas une collection de biopics. Allez, je vous donne un exemple parce que celui-là est quand même assez bien avancé. Il va y avoir un album qui est réalisé par un couple de jeunes auteurs très très chouettes que j'aime beaucoup. Lisa Lugrin et Clément Xavier, et qui pour l'instant porte le titre générique de Jujitsu Suffragette. Et les Jujitsu Suffragettes racontent l'histoire vraie d'un professeur de Jiu-Jitsu japonais qui arrive à Londres en 1905 pour apprendre le Jiu-Jitsu aux Anglais, pense-t-il, en les édifiant sur leur culture asiatique. Et puis manque de bol, ces types-là n'y comprennent rien, pensent que le noble art c'est la boxe et l'escrime, certainement pas ce truc de femmelette. Et donc c'est les femmes qui vont s'emparer du Jiu-Jitsu, et notamment les suffragettes anglaises qui réclament le droit de vote et qui s'en prennent plein la figure dans les manifestations. Or le Jiu-Jitsu est le sport des minorités au Japon, c'est parce qu'on se sert de la force de l'adversaire pour la retourner contre lui. Donc c'est extrêmement symbolique évidemment de ce qu'elles sont en train de vivre à cette époque. Et elles vont former un groupe clandestin d'Amazon, elle s'appelle vraiment comme ça, qui s'entraîne au Jiu-Jitsu et qui pour la première fois va débarquer dans les manifestations et va mettre la première fois une véritable raclée aux policemen anglais qui ne les ont pas vus venir. Donc voilà, c'est des récits comme ça qui racontent. On retrouve tout ça. Ils sont très modernes. J'allais dire si vous cherchez un dessinateur, j'en connais entre une exposition et le temps qu'avant la quête se termine, il va y avoir un petit trou. C'est vrai. Moi je suis un sportif aussi, alors là je vais te dire, les biscottos, tout ça. Merci beaucoup en tout cas. Ils nous mettent dehors là. Ah oui, tu sais, vous pouvez il n'y a continuer. pas de prolongation ici. On vous réinvitera, il y aura une deuxième mi-temps. Il n'y avait pas de pénalty, quoi. En tout cas. Il n'y avait pas de pénalty. Alors l'émission se termine. C'était vraiment un grand plaisir. Laurent. Oui. Oh là là, on en refera plein. On en fera. Et on s'est marré, on s'est marré. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur Watch, sur le site de BD Zoom, sur le nouveau site de Trait pour Trait, trait-pour-trait-bd.fr, et vous abonner au podcast, Apple Podcast, Google Podcast. Et puis voilà, on se voit encore la semaine prochaine. Hein. Ah bah oui, Allez, oui. c'est reparti. Voilà. Hop, haut les cœurs. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, Au revoir. Loisel.